comment tu as rencontré tes cofondateurs? Donc vous êtes 3 à vous lancer. Et avant ça, d'ailleurs, tu peux me dire leur parcours à eux, parce qu'ils sont quand même un beau pédigré. Donc je parle de Romain, Libo et Marc-Antoine Lacroix. Donc quel est leur parcours à eux et comment vous vous êtes rencontrés? Très bien. C'est une histoire que j'aime beaucoup, notre rencontre. Donc déjà, donc chez Pivot, on est 3 cofondateurs. Donc il y a Romain, comme tu l'as dit, ou Rome, qui était dans l'équipe fondatrice de Swile. Il a vraiment tout vu depuis le jour 1 jusqu'à ce que Swile devienne une licorne. Il était au bras droit du fondateur et il a notamment eu les rôles de CMO et CEO. Et mon autre cofondateur, c'est Marc-Antoine, ou Marco. Je l'appelle tout le temps Marco. Donc lui était l'ancien CPO et CTO de Conto. Il a scalé toute l'équipe Product et Engineering chez Conto et inspiré toute la vision produit. Ok, rien que ça. Bon, des beaux spécimens. Au niveau de la rencontre. Yes. Pour la rencontre, donc en fait avec Marco, on se connaît depuis 8 ans. On avait travaillé ensemble dans une boîte qui s'appelle Sponsorize Me, qui fait du crowdfunding sportif. Et à l'époque, je travaillais chez Théodo, dans le développement web, et Sponsorize Me était un client de Théodo. Donc c'était il y a de ça 8-9 ans. Et donc quand on était chez Sponsorize Me, j'étais développeuse web et Marco était product owner. Et déjà à l'époque, on travaillait super bien ensemble, vraiment ça percutait, on allait vite et on s'ennuyait jamais. Et plus récemment, donc l'année dernière, juste avant Pivot, en fait, j'avais décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en solo founder sur un thème, un projet qui me passionne depuis des années, qui est la workflow automation. Et donc, je commençais à bosser sur mon projet donc, toute seule, à réfléchir à mon MVP, etc. Et un jour, je me suis dit, je vais changer de statut sur LinkedIn et mettre le fameux « working on something new ». Et j'avais pas envie que ça envoie une notification à mon réseau LinkedIn parce que je me sentais pas encore prête d'en parler, etc. Et en fait, ça a envoyé une notification à mon réseau. Mais c'était la meilleure chose qui me soit arrivée à ce moment-là parce que ça a créé des discussions avec des personnes super intéressantes, des investisseurs. Ça m'a aussi permis de renouer avec d'anciens collègues, et notamment Marco, qui m'a envoyé un WhatsApp en me disant « Hey, faut trop que tu me racontes ton nouveau projet, viens, on se fait un déj. » Du coup, on s'est vus au déjeuner. Et donc, je lui parle que je suis dans une phase où j'ai envie de monter un truc, que je lui présente mon projet. Lui aussi me partage qu'il a envie de monter quelque chose, notamment dans la fintech, et qu'il a rencontré Romain un mois avant. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Romain, qui d'ailleurs était venu avec sa chienne au premier rendez-vous, donc un petit chien. Je suis pas très chien. C'est comme ça qu'il t'a séduit? Pas vraiment, parce que je suis pas très chien. Mais il m'a partagé son expérience inspirante chez Swile. Je vais partager mes projets et là, ça a cliqué. Ok, donc tous les 3, ça a fité. L'idée de Pivot et l'idée de se positionner dans cette industrie que tu connaissais pas vraiment, si je dis pas de bêtises, que peu d'entre vous connaissaient vraiment, elle vient d'où? Vous avez eu d'abord l'envie de travailler ensemble et l'idée est venue après, ou l'idée, quand toi tu les as rejoints, les deux, était déjà sur ce sujet-là? Très bonne question. Donc, Marco et Romain, comme je le disais, s'étaient rencontrés un mois avant. Ils étaient déjà en train d'étudier du coup la sphère le space du procurement. En fait, quand ils étaient chez Swile et Conto, ils ont vécu la problématique du procurement, pas de près, mais plutôt de loin, en tant que justement membre de Swile et Conto. Et donc, tous les 3, quand on s'est rencontrés, on était tous les 3 dans une phase où on voulait monter une boîte, a priori solo. Puis on s'est rencontrés, on a vu qu'il y avait énormément de synergie de par le côté fintech, l'expérience en tech, en fintech, ce qu'ils avaient vu sur le procurement, et moi de mon côté, mon expérience en workflow automation, qui est un sujet cœur dans le procurement. Oui. Donc finalement, c'est un peu apparu comme... nous 3, c'était un peu comme des pièces d'un même puzzle, avec chacun sa forme unique, ses compétences spécifiques, mais qui, mises ensemble, forment un ensemble cohérent et qui se complète. Okay. Et du coup, quand on s'est rencontrés, c'était évident qu'on voulait monter une boîte ensemble sur ce sujet,
Et puis on s'est lancé. Et comment vous êtes répartis les rôles entre CTO, CPO et CEO, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Qui fait quoi dans l'histoire? Yes. Alors en termes de titres, Romain est CEO, Marco est président et je suis CTO. Ok. Mais en termes de rôle, voilà, de tout doux. Donc on s'est réparti les tâches très clairement parce qu'on a des compétences différentes et qui se recouvrent bien. Donc là-dessus, il y avait vraiment une répartition claire et on se fait totalement confiance sur nos scopes. Donc Romain s'occupe plus de la partie sales, admin, marketing et relations investisseurs. Marc-Antoine s'occupe du produit, donc tout ce qui est conception, compréhension des besoins, spécification et roadmap et UX. Et de mon côté, la partie engineering, donc la stratégie technique, le recrutement et le management des équipes techniques et gérer le flux de production. Ok, cool. Tu peux me présenter la solution, son positionnement, peut-être son marché, à qui vous vous adressez? Parce que procurement, moi, je le vois de plein de manières différentes. Là, tu parles de fintech. Je n'avais pas forcément fait le lien entre solution procurement et fintech. Ça m'intéresse de comprendre le positionnement de la solution, le marché que vous essayez de cibler et à qui vous voulez vendre cette solution. Ou vous avez déjà vendu, d'ailleurs, cette solution. Parce que c'était vite sur ce plan-là aussi. Yes. Du coup, pour s'en dire plus sur Pivot. Pivot, c'est un outil de gestion des achats pour aider les entreprises à maîtriser leurs dépenses tout en améliorant le travail de leurs équipes. Donc concrètement, on construit un SaaS B2B dans le procurement en rationalisant le processus d'achat en entreprise. Donc, quand on parle d'achat de SaaS, logiciels, de cloud, de matériel informatique, de fourniture de bureaux, de services, de publicité, tous les achats indirects qui aident les employés au quotidien dans leur travail. En fait, être doté d'un bon outil de procurement, c'est très stratégique pour les entreprises parce que ça leur permet de réaliser des économies significatives, en fait, parce qu'on améliore la visibilité sur les dépenses, le choix, mais aussi la négociation des fournisseurs auprès desquels on achète des produits ou des services. Mais aussi, ça permet d'avoir des meilleurs reporting et un travail plus efficace dans l'ensemble des équipes. Aujourd'hui, nous, on vise, donc, en termes de marché, on s'attaque à un marché européen. On a un focus européen très fort. Des entreprises du mid-market, donc entre 100 et 2000 employés, et qui ne sont pas encore dotés, ou en tout cas mal équipés en termes d'outils de procurement. Et qui ressentent justement cette frustration et ce manque de contrôle des dépenses et d'efficacité en termes de capital efficiency. Ok, et il y a des solutions qui existent. Vous avez le sentiment d'arriver dans un marché bien établi et vous cherchez à vous faire une place en jouant des coudes, ou dans ce marché-là, on est plutôt sur un marché qui a l'air assez peu occupé, sachant que moi, les plateformes que j'ai été amené à utiliser en tant que procurement, c'est des groupes comme Ariba avec SAP ou Oracle parfois. Vous allez dans une catégorie peut-être un peu en dessous en termes de taille, parce qu'on ne peut pas tous s'offrir SAP et ces solutions-là. Et comment se présente la concurrence dans ce marché-là, le marché que vous adressez aujourd'hui? Yes. Est-ce que la concurrence est rude, ou est-ce que vous êtes dans une solution qui a l'air d'avoir un espace devant vous qui est assez grand? Donc le procurement, c'est pas nouveau, c'est devenu de plus en plus stratégique, comme je disais, pour les entreprises ces dernières années, et le marché est très compétitif. Aujourd'hui, on a 2 typologies de concurrents. Ouais. Et la première, c'est principalement des concurrents historiques, donc notamment comme Coupa ou Ariba, nos principaux concurrents historiques, donc qui existent depuis plusieurs années. Et notre deuxième typologie de clients sont des acteurs plus modernes, et notamment Zip aux États-Unis, qui a émergé dans le procurement plus récemment. Ça, c'est une solution, par exemple, chaque grosse boîte SaaS en Europe a souvent son homologue américain qui a un coup d'avance. Zip, c'est un peu une solution qui peut être inspirante pour vous et qui vous a montré qu'il y avait un marché?
Exactement. En fait, au moment où on s'est lancé et au moment où on a fait les levées de fonds, typiquement, la présence de Zip et leur levée de fonds de 100 millions d'euros l'année dernière. Effectivement, c'est pas anodin. Effectivement. Eh bien, pour nous, c'est un bon signal. À la fois parce que Zip, c'est clairement le concurrent auquel on veut se comparer, qui a du coup un peu d'avance, qui a démarré aux États-Unis, qui a prouvé qu'il y avait un vrai besoin aux États-Unis, mais également on voit de plus en plus qu'il y a un vrai besoin en Europe qui n'est pas encore adressé, notamment auprès des entreprises modernes à forte croissance, qui sont un petit peu desservies par rapport aux outils historiques qui existent aujourd'hui. Oui, clairement. Et finalement, avec Marco et Romain, on a vu un trou dans la raquette aujourd'hui dans l'offre des outils de procurement pour ces entreprises modernes à forte croissance en Europe. Et ça m'intéresse de comprendre ce que vous avez le sentiment d'amener ou ce que vous amenez à ce marché. Votre solution, elle innove dans quelle mesure ? Est-ce qu'elle innove dans les fonctionnalités que vous proposez ? Est-ce qu'elle innove dans l'intégration tech que vous avez par rapport à des systèmes qui pourraient déjà existants ? Mais voilà, en quoi vous, entre guillemets, ringardisez ces solutions qui existent déjà sur le marché ? Très bonne question. Donc, en effet, donc notre... Donc, par rapport à ces acteurs historiques, on a un positionnement qui s'articule autour de 2 axes. Premièrement, je dirais le délai d'implémentation qui est très rapide. Ouais. Nos concurrents historiques nécessitent systématiquement l'intervention d'un intégrateur externe, tierce, tandis que nous, on garantit via des intégrations natives et un lot d'automatisation intelligente, un délai d'implémentation de setup extrêmement rapide pour nos clients. Et le deuxième axe de notre positionnement, c'est une UX très intuitive, à la fois pour les employés qui font les demandes d'achat sur Pivot, mais aussi pour les utilisateurs admin, les équipes finance, afin de créer donc une adoption très forte et une harmonisation dans l'ensemble des équipes. Ok, bah écoute, intéressant. Et vous êtes dans le même système où on édite un PO facilement et on traque sa commande en sachant exactement, enfin une aide à la gestion budgétaire des entreprises. À notre niveau chez Ekiden, par exemple, on ne sait pas exactement quels sont les budgets qui sont engagés parce qu'on n'a pas de système de tracking de PO et on sait qu'il y a des commandes qui partent, mais on ne sait pas dans les plusieurs bureaux. Mais ça aide à gérer la partie budgétaire, en tout cas, j'imagine. Exactement. Effectivement, la donnée cœur de Pivot, c'est le PO, comme tu l'as dit, le Purchase Order, ou le bon de commande. Et en fait, chez Pivot, on redéfinit la façon de créer et d'utiliser des Purchase Orders pour rationaliser le processus d'achat en entreprise. Donc concrètement, on construit une plateforme depuis laquelle les employés peuvent initier des demandes d'achat en remplissant un formulaire qui est configurable. Donc j'ai besoin d'acheter un SaaS qui coûte tant auprès de tel fournisseur. La demande, elle est ensuite soumise à la validation des bonnes personnes dans l'entreprise, donc en envoyant des notifications Slack ou autres. Et de cette manière, on s'assure que la demande d'achat est bien soumise à la validation des bonnes personnes dans l'entreprise, comme je disais. Et ensuite, une fois la demande validée, on va générer un purchase order automatiquement à partir des informations de la demande qu'on va pouvoir ensuite matcher automatiquement avec la facture du fournisseur et ensuite pouvoir donner plus de visibilité sur les budgets et les analytics. Et analyser ses dépenses et ses budgets. Ok, très clair. Et je pense qu'on devine assez facilement le marché que ça représente. Parce que des boîtes plus jeunes comme nous, on n'imagine pas travailler avec SAP, mais effectivement, on sent qu'il y a un espace avec du SaaS qui peut être occupé. Année assez dingue, parce que vous avez été créé il y a moins d'1 an. Et pourtant, quand on écoute, on a l'impression que c'est assez mature, il y a des clients, ça tourne. Et en fait, non, ça fait quelques mois. Comment tu l'as vécu cette première année, toi ? Je confirme, c'était bien une année dingue. Alors, c'est cette première année, et donc ça fait 8 ans qu'on s'est... 8 ans. Okay, c'est ça, mais je croyais que ça faisait qu'1 an. Alors...
Donc, année de dingue, je confirme. Ça fait 8 mois qu'on s'est lancé, donc on est encore... Ah oui, c'est ça. Même pas un an, oui. On est encore jeune. Cette première année, et même encore aujourd'hui, je la vis à fond. C'est un projet hyper excitant et qui me motive, et encore plus par le niveau d'ambition. Et pendant les premiers mois, typiquement, quand je me rappelle, j'avais un peu l'impression d'être comme un caméléon qui observe l'environnement, s'imprègne, essaie de se fondre dans cet environnement rapide et changeant, justement à m'adapter. Et finalement, ça allait tellement vite, tout va encore vite, que je me suis sentie vraiment dans la nécessité de m'adapter chaque jour au contexte aussi changeant. Et au nombre de nouveautés qui arrivaient à vitesse grand V. Exactement. Raconte-moi au moment où on se tape dans la main. Et aujourd'hui, déjà les premiers instants. Une fois que vous dites, OK, on va bosser ensemble, l'industrie semble identifiée, les compétences sont complémentaires, le puzzle a l'air de prendre forme. Et on commence par quoi, les premiers instants? C'est, je sais pas, une analyse de marché, c'est aller voir les investisseurs, c'est réfléchir. Par quoi on commence? Eh bien, il faut bien commencer par un bout. donc déjà, l'équipe. Clairement, être avec Marco et Romain, tous les trois, on s'est sentis prêts et sur la même longueur d'onde. On est différents, mais on est vraiment alignés sur des valeurs fortes. Donc déjà, ça, c'est notre premier pilier. Ensuite, l'observation du marché, l'idée qui émerge dans le procurement, la sécurisation de fonds. Donc, on a fait notre pré-seed au tout début. Et ensuite, on a pris des bureaux, on s'est installés tous les trois avec aussi notre founder associate. Et là, on s'est clairement réparti les rôles. Comme je le disais, Romain sur la partie admin, sales, relations investisseurs, Marco, compréhension des besoins, conception du produit, démo, et moi, la partie technique.